Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halid Maouli. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Suspension du Mali par la CEDEAO et menace de la France. Quelle suite pour cette transition? La CEDEAO suspend le Mali de ses instances. La France menace de retirer ses soldats. Quelle analyse des décisions prises par la CEDEAO et la menace de la France? Le respect de la durée de la transition est-il toujours possible? La menace de retirer les troupes françaises pourrait-elle avoir lieu? La CEDEAO a-t-elle été court-circuitée par la Cour constitutionnelle? Quelles doivent être les priorités du nouveau président de la transition? À quoi faut-il s'attendre pour la suite de cette transition? Nos invités, Dr Etienne Fakaba Sissoko, économiste, chercheur au CRAPES, Mohamed Mauloud Ramadan, porte-parole de la SEMA, la coordination de mouvement de la Zawad, au téléphone, Adam Diko, directrice exécutive de l'AGICAD. À la présentation, je suis Imrana Kilomega, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Adam Diko, la CEDEAO vient de suspendre le Mali de ses instances de décision. Quelle lecture faites-vous de cette suspension du Mali? Bon, tout d'abord, avant d'entamer mes propos, j'adresse mes salutations à l'ensemble des travailleurs de Studio Tamani et à vos téléspectateurs et vos auditeurs. Et par rapport à cette décision de la CEDEAO, moi je trouve que c'était la plus faible décision, la plus faible sanction que la CEDEAO pouvait prendre contre le Mali. Et ça, il faut reconnaître qu'il y a eu un lobby de plaidoyer assez fort, tant à l'interne qu'à l'international, plaidant la CEDEAO à ne pas prendre des sanctions contre le Mali ou contre le peuple malien, parce que le Mali est déjà un pays qui traverse beaucoup de crises. Donc une autre crise s'ajouter à ce que vivent déjà les populations maliennes allait être de trop. Donc je pense que les chefs d'État de la CEDEAO ont été attentifs à ces cris de cœur, à ces messages de plaidoyer qui ont été annoncés par non seulement des acteurs politiques, mais aussi des acteurs de la société civile. Donc cette sanction, je ne dirais pas qu'elle est symbolique, parce qu'elle n'est pas que symbolique, elle a aussi des répercussions. Suspendre le Mali de toutes les instances de la CEDEAO, c'est comme suspendre le Mali de la CEDEAO. Et ça peut avoir des conséquences, notamment sur les commerçants, parce que quand vous prenez les marchandises dans ces pays-là pour les amener ici, donc nous ne sommes plus membres de la CEDEAO, entre guillemets. Donc du coup, la libre circulation des personnes et de leurs biens, ça peut avoir une répercussion sur ce point-là. L'autre point, c'est que désormais, les pays peuvent décider, les pays membres de la CEDEAO peuvent décider à ce que les Maliens prennent le visa avant de rentrer chez eux, parce que nous ne sommes plus membres de la CEDEAO. Donc je pense et je souhaite vraiment qu'on n'en arrive pas là et que très rapidement, les conditions posées par la CEDEAO, qui sont notamment la nomination d'un premier ministre civil et aussi le respect du délai de la transition et la tenue des élections présidentielles, j'exhorte vraiment les nouvelles autorités à s'inscrire dans ce sens-là, afin que cette sanction politique ne puisse pas avoir des répercussions sur le citoyen malien, parce que quoi qu'on dise, une sanction a toujours des conséquences. C'est vrai, c'est la plus faible sanction que la CEDEAO pouvait prendre, mais cette sanction peut avoir des répercussions économiques ou sur d'autres plans. Peut-on parler de soulagement ou d'inquiétude? Alors, soulagement, oui, parce qu'on craignait beaucoup pour les sanctions économiques et pour la fermeture des frontières. On peut dire dans ce sens qu'on est un peu soulagé, mais des inquiétudes restent toujours parce que, comme je l'ai dit, cette sanction politique, elle a aussi des répercussions et il y a cette inquiétude que la réponse ne soit pas favorable à l'interne. Et voilà pourquoi nous exhortons vraiment. Le même plaidoyer qui a été mené à l'endroit de la CEDEAO doit être mené aussi à l'interne pour que nous puissions nous inscrire dans les exigences de la CEDEAO afin de parvenir à une sortie de crise rapidement. Adam Diko parle de faibles sanctions suite au message de plaidoyer. Quelle est votre lecture? Oui, je pense que c'est un moindre mal aujourd'hui de n'être suspendu que sur un plan politique, certes avec des répercussions économiques, mais sur un plan purement politique. Et je pense que c'est aussi pour nous donner le temps de jauger vraiment la situation et de prendre la mesure de tout le drame qui guette le Mali.
et finalement de pouvoir prendre les décisions qui s'imposent. Parce que au-delà de cette décision, les autres décisions, c'était quoi? C'était la fermeture des frontières, c'était la fermeture du robinet à partir de la BCEAO. Donc, c'est des sanctions de nature économique qui auraient pu asphyxier l'économie malienne et surtout l'économie de la sous-région dans une moindre mesure. Mais de mon point de vue, ce qui est important à relever aujourd'hui, c'est que il ne faudrait pas que l'on croie que ce sommet met un terme au processus et que finalement le Mali ne peut pas être sanctionné ou que le Mali échappe définitivement aux sanctions. Si vous vous souvenez, le premier communiqué qui a été fait par la CEDEAO, ils avaient demandé la libération sans condition de Bandao et du Premier ministre, chose qui a été faite. Et je pense que ça a beaucoup joué dans la balance. Et sur le plan interne aussi, Adam parlait des lobbies, il y a aussi des mesures qui ont été prises, bien que discutables, même très discutables, par la Cour constitutionnelle, qui ont permis d'atténuer également cette sanction. Parce que dès lors que la Cour constitutionnelle reconnaît la vacance du pouvoir et donne le pouvoir à Assimi Goïta, sur le plan national, sur le plan du droit interne, il y a beaucoup de verrous qui ont sauté de mon point de vue. Et ça a joué, bien entendu, sur la décision de la CEDEAO. Maintenant, il appartient au Mali de prendre le devant et de se soumettre finalement à des règles de bon sens. La nomination d'un Premier ministre civil, pas que civil, mais d'un Premier ministre civil et consensuel, et d'un gouvernement d'union nationale pour finalement pouvoir faire face aux procédures, au reste de la transition et respecter le délai qui a été imparti, les 18 mois. Mais quand on voit les choses évoluer, on se pose beaucoup de questions encore sur la volonté des autorités de la transition à se soumettre à cela, mais surtout à l'appréciation de la lecture que ceux-là ont de la situation dramatique de notre pays. Le Mali ne pourra plus participer aux prises de décision de la CEDEAO jusqu'à nouvel ordre. Quelles conséquences une telle décision pourrait avoir sur la transition? Non, déjà, c'est un signal. Adam parlait tout à l'heure de l'implication économique, mais l'autre implication économique qui est beaucoup moins visible, c'est le fait aujourd'hui que notre budget ne peut pas supporter, les recettes fiscales de notre pays ne peuvent pas supporter l'ensemble de notre budget. Et que le plus souvent, on a recours au marché international pour pouvoir s'endetter par le système des obligations et relever du financement et faire face à nos besoins. Mais aujourd'hui, ce mécanisme-là est utilisé par des pays qui sont crédibles, par des pays qui rassurent, par des pays qui jouissent d'une certaine stabilité politique, d'une certaine stabilité économique, d'une certaine stabilité institutionnelle. Et donc aujourd'hui, le Mali, avec cette suspension, met clairement fin à ce mécanisme-là qui est indispensable pour soutenir notre économie, pour soutenir notre pays dans cette dynamique-là. Mais aussi, l'autre conséquence, c'est que toutes les décisions majeures, que ce soit sur le plan sécuritaire ou sur le plan de la gouvernance, vont être finalement prises par des pays pour le Mali ou pour le compte du Mali, sans que le Mali lui-même, qui est le principal intéressé, ne puisse finalement se prononcer sur quoi que ce soit. Donc, c'est comme si la mise sous tutelle qui est en cours actuellement va s'accentuer sur le plan sous-régional par la prise de décision, par la gestion de notre pays, par des organisations internationales qui finalement n'en ont cure de ce que le Mali peut penser ou ce que le Mali pense de telle ou telle situation. Mohamed Mouloud Ramadan, est-ce que cette suspension du Mali des instances de la CEDEAO était prévisible? Bonsoir Studio Tamani, bonsoir à vos invités et à tous vos auditeurs. Effectivement, c'était prévisible parce que, c'est comme vos invités l'ont dit, c'est le moindre des choses que la CEDEAO peut faire. Mais pour nous, c'est presque dire au nouveau maître de la transition, en l'occurrence de Goïta, que vous avez une carte blanche, allez, mettez un premier ministre civil, et formez un gouvernement d'union nationale
sûrement, nous croyons que dès que cela est fait, les conditions ne sont pas très difficiles, sont à la portée de cette transition. Dès que cela est mis en place, le Mali reprendra sa place au sein de cette organisation de la CEDEAO. Donc, c'est vraiment été prévisible. C'est le moindre des choses que les chefs des États de la CEDEAO pouvaient faire comme sanction. Nous, on s'attendait à une sanction plus dure, plus forte que celle-là, mais heureusement que ça a été à ce niveau-là. L'organisation ouest-africaine réaffirme son engagement à accompagner la transition au Mali sans se prononcer sur la présidence. Est-ce à dire qu'elle a été prise au dépourvu par la Cour constitutionnelle? Je n'ai pas bien réussi, je n'ai pas bien entendu. Je disais que l'organisation ouest-africaine s'engage à accompagner la transition au Mali. Est-ce qu'elle a été prise au dépourvu par la Cour constitutionnelle? Bon, on ne sait pas, nous, qu'est-ce qui a poussé l'organisation de la CEDEAO à dire qu'ils vont accompagner la transition. Les causes qui sont derrière cela, nous on ne le sait pas, mais quand même, c'est très logique parce que le Mali, c'est un pays qui est très, très fragile, qui souffre de plusieurs problèmes à l'interne, qui a beaucoup de difficultés qui surgissent d'ici du jour au jour. Donc, si la CEDEAO prend une sanction, les chefs des États de la CEDEAO prennent une sanction, c'est pour vraiment pénaliser la population malienne et pour dire qu'au revoir toute solution envisageable pour une solution au Mali. Donc, en prenant des sanctions, je crois qu'ils étaient conscients qu'en prenant une sanction contre le Mali, c'est pour les punir et pour en finir avec ces pays. Donc, pour nous, la moindre des choses qu'ils peuvent faire, c'est de l'accompagner et d'aider les Maliens et de privilégier le dialogue et de faire des bonnes offices entre les Maliens pour qu'ils puissent dépasser ces stades de difficultés qu'ils rencontrent chaque jour et surtout finir avec cette transition et mettre un gouvernement démocratiquement élu et qui peut parler au nom de tous les Maliens et qui peut engager les Mali dans toutes les actions. Adam, est-ce que la CEDEAO a été court-circuitée par la Cour constitutionnelle en prenant cette décision? Oui, effectivement, l'arrêt de la Cour constitutionnelle, c'est purement un arrêt politique. C'est purement politique. Non seulement dans la charte de la transition, non seulement la charte ne parle pas de ça, au contraire, la charte dit même le contraire de cela, parce que la charte dit que le président de la transition ne peut pas remplacer le président, le vice-président de la transition ne peut pas remplacer le président de la transition. Et ce poste de vice-président n'est pas dans notre constitution. Donc, quand on a vu l'arrêt de la Cour constitutionnelle, à la limite, ça fait rire, quoi, parce qu'on voit que clairement, c'est fait uniquement par rapport au sommet de la CEDEAO. Est-ce que ça a été bien réfléchi? Politiquement, je peux dire que c'est discutable, mais juridiquement, je pense que pour une fois encore, la Cour constitutionnelle a démontré qu'elle n'est pas une Cour constitutionnelle qui dit le droit, mais plutôt une Cour constitutionnelle qui est à la merci des nouveaux hommes forts du pays. Pourtant, la CEDEAO ne s'est pas prononcée sur la présidence. Est-ce à dire qu'elle a consommé déjà l'arrêt de la Cour constitutionnelle? Je pense que la CEDEAO ne pouvait pas se prononcer sur ça parce que vous savez, les pays membres de la CEDEAO ont tous leur souveraineté et la souveraineté du pays fait qu'il y a dans chaque pays il y a une organisation quand même qui est l'instance suprême qui peut décider qui peut valider la présidence par un homme ou pas. L'autre chose, la CEDEAO ne pouvait pas le mentionner parce que c'est complètement contraire à la charte de la bonne gouvernance de la CEDEAO. Donc, ils ne pouvaient pas se prononcer pour dire qu'à leur niveau, au niveau de la CEDEAO, acceptent qu'un militaire, surtout un putschiste, soit président de la transition d'un pays. Donc, je pense que la CEDEAO a été très vigilant en ne parlant pas de cela. Donc, maintenant, ça reste à chacun de faire une appréciation, soit
soit politique ou juridique de la chose pour dire peut-être la CEDEAO a bien fait pour ne pas plonger le pays dans une autre crise, parce que tout le monde sait que le Mali est fragile. Et l'autre chose qu'il faut absolument rappeler, c'est que le Mali, c'est comme le cœur de la CEDEAO. Le Mali, au fait, l'instabilité du Mali fragilise les autres pays. Donc les pays sont sensibles à nos questions, pas parce qu'ils aiment les Maliens, parce qu'ils se préservent eux-mêmes, ils préservent leur propre sécurité. L'instabilité au Mali a favorisé l'instabilité dans ces pays-là, notamment les pays limitrophes. Et la plupart des attaques dans ces pays-là sont préparées, sont parties du territoire malien. Donc, ils n'ont pas intérêt aujourd'hui à amener une autre crise qui peut amener une instabilité, qui peut renforcer l'instabilité au Mali. Mais encore une fois, ne pas se prononcer sur cette question. Je pense que chacun peut faire une appréciation, tant politique que juridique, mais de mon point de vue, la CEDEAO a été très prudente de ne pas se prononcer sur cette question pour ne pas remettre en cause la souveraineté du Mali. Est-ce qu'on peut dire que la CEDEAO a été circuitée? Court-circuité, je ne sais pas, mais ce qui est évident, c'est que l'arrêt de la Cour a beaucoup influé sur les décisions qui ont été prises à ce sommet-là. Parce que la souveraineté dont il est question s'appuie sur les institutions nationales. Et l'une des institutions nationales, pas les moindres, la Cour constitutionnelle, a rendu un arrêt qui fait de Assimi Goïta le président de la transition. Même si moi, je n'ai pas l'habitude, n'étant pas juriste, de m'exprimer sur les questions juridiques, la question de ce arrêt-là suscite beaucoup de débats. Parce que lorsque vous regardez le processus qui a conduit au départ de Bandao et de Mokhtar Wane, il y a eu d'abord le matin un communiqué du vice-président de la transition Assimi Goïta, lu par son conseiller. Et communiqué dans lequel il était très clairement dit que le vice-président, compte tenu de tel problème, déchargeait le président de la transition de ses prérogatives. Et moi, je l'ai relevé à plusieurs fois que nulle part, ni dans la Constitution, ni dans la Charte de la transition, qui sont les deux principaux documents qui régissent en tout cas la gestion du pays, il n'est fait mention d'un tel pouvoir donné au vice-président. Mais pourtant, dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle, nulle part on ne fait mention de cela. On ne fait mention du coup d'État qui a été opéré par le vice-président Assimi Goïta. Donc, ça montre très clairement que cet arrêt, si juridiquement on ne peut pas le contester... Du fait que les institutions n'ont pas été dissoutes, est-ce qu'on peut parler déjà d'un coup d'État? Les institutions n'ont pas été dissoutes. Après, ça c'est une appréciation parce qu'aujourd'hui, qui est le vice-président? Est-ce qu'il y a un vice-président? Quel est le sort réservé à ce poste-là? Est-ce que ça va être supprimé? Est-ce qu'une autre personne va être prise pour remplacer cela? On ne le sait pas. Quel est le mécanisme décrit dans la Constitution ou dans la Charte qui dit que le vice-président peut remplacer le président? Non. Ce qui est dit dans la Charte, c'est que le vice-président seconde le président de la transition. Mais nulle part, il n'est dit qu'il le remplace. Et même la mention dont Adam parlait tout à l'heure, cette mention, bizarrement, elle a été biffée dans la Charte qui a été publiée au journal officiel. La phrase qui disait, le paragraphe qui disait clairement que le vice-président, dans aucune circonstance, ne peut remplacer le président de la transition. Et les Maliens ont découvert justement la version finale de la charte-là à partir de ce coup d'État-là pour tout simplement se rendre compte qu'en réalité, ils ont été floués depuis la concertation nationale. Il n'a pas été dit non plus aussi que le vice-président ne peut pas remplacer le président. C'est cela. Donc il y a aujourd'hui un vide et ce qui fait consensus, c'est que au cours de la rencontre, la concertation nationale dont tire la charte sa légitimité, au cours de cette concertation nationale, les Maliens qui ont participé au nom du Mali ont très clairement dit que ce n'est pas possible. Et la déclaration lue à la télé en décembre et les premiers documents de la charte qui ont circulé en décembre, et la mention y était. Pourquoi? Même validé par la CEDEAO. Donc, entre-temps, qu'est-ce qui a changé pour que on décide de façon unilatérale finalement d'enlever cela? Parce que ce que les gens ne disent pas, et là je vais faire une digression, c'est que lorsque vous voyez que des militaires sont capables de faire irruption sur le champ politique de cette façon, destituer un président que eux-mêmes ils ont mis en place
de façon, par un mécanisme que eux-mêmes, encore une fois de plus, ont également établi, qu'est-ce qui nous dit qu'à la fin de ces 18 mois-là, en cas d'élection, s'ils sentent que finalement que leur poulain ou celui qu'ils soutiennent n'arrive pas comme premier, qu'ils ne vont pas sortir pour faire le même mécanisme, se maintenir parce qu'ils ont les armes. Qu'est-ce qui prouve qu'ils ne vont pas, à la fin des 18 mois aussi, décider de façon unilatérale de prolonger la transition. Donc c'est pourquoi l'arrêt de la Cour constitutionnelle aujourd'hui, elle est, de mon point de vue, tout sauf du droit, mais les réalités juridiques font qu'elle ne fait l'objet d'aucun recours et on s'en tient là. Mohamed, la CEDEAO parle du respect du principe des acquis de la démocratie alors qu'elle ferme ses yeux sur un troisième mandat d'un des pays membres de la CEDEAO selon plusieurs observateurs. Y a-t-il pas 2 poids 2 mesures de la CEDEAO? Bon, c'est possible, mais je crois que la CEDEAO a été mise devant les faits accomplis dès qu'il y a eu l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Donc, je crois qu'ils n'ont plus le choix que de se conformer à cet arrêt. Mais même s'ils ne sont pas prononcés dans leur communiqué par rapport à la situation de la présidence de la CEDEAO, on dit que qui ne dit mot consent. Dès le moment où il ne parle que de la mise en place d'un premier ministre et d'un gouvernement d'union nationale comme condition, c'est qu'ils ont déjà accepté tout cela. Donc, des poids, des mesures, cela n'est pas passé seulement au Mali ici. Ça se passe presque partout en Afrique. Vous savez que les institutions ne sont que sur les papiers, mais si on regarde presque dans la majorité des pays africains, il y a eu des coups d'État, ont été suspendus à un moment donné, on les ramène. Donc, c'est quelque chose qui est presque général en Afrique. La démocratie dont on parle n'est pas aussi appliquée. Vraiment, ce n'est pas au Mali seulement, c'est dans tous les pays de la CEDEAO. On a vu des présidents qui ont brigué un troisième mandat, des présidents qui changent la constitution à leur guise. Donc, la violation ou bien la non-conformité aux institutions mises pour une bonne démocratie n'est pas respectée partout dans les États de l'Afrique, particulièrement dans la sous-région de la CEDEAO. Donc, je crois que c'est quelque chose. Chaque pays essaye de contrôler son champ et d'essayer de faire pour que ce qui arrive aux voisins ne lui arrive pas. Et essayer de mettre un mécanisme qui lui garantit de rester au pouvoir et de ne pas fâcher son voisin parce que demain cela pourra se faire chez moi et mon voisin va prendre une autre position qui va me mettre peut-être à l'écart. Donc, je crois qu'il y a un syndicat des chefs d'État qui respectent tout sauf la démocratie ou bien les institutions de leur pays. Une autre exigence de l'organisation africaine, c'est le respect du délai de la transition. Selon vous, le respect du délai est-il possible? De mon point de vue, personnellement, je ne crois pas que cela est possible. Si les Maliens vraiment parlent de la refondation de l'État, parce que si vous voyez que nous sommes à ce stade-là, et chaque 5-10 ans, chaque 5 ans, 10 ans, on revient au même problème parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut une refondation, il faut aller sur de nouvelles bases. Donc cela va dépendre, ça va prendre beaucoup de temps. Il ne faut pas que les Maliens aussi ne cherchent que le pouvoir. Si on ne vise que le pouvoir, élire un président et sans aller à l'essentiel qui est la refondation du Mali tout entier, revoir sa constitution parce que cette constitution, il y a vraiment des lacunes. Et tout président qui venait chercher d'une manière ou d'autre de la réviser, mais se trouve en face d'un certain nombre de personnes qui lui empêchent. Donc, si les Maliens vraiment veulent qu'on évite ces problèmes qui nous empêchent d'avancer, de refonder l'État, de mettre des institutions très fortes, mettre des garde-fous partout, cela va prendre, comme j'ai dit, du temps. Je ne vois pas la possibilité d'organiser les élections présidentielles, ni communales, ni un référendum dans moins d'une année. Parce que jusqu'à présent, rien n'est fait. Jusqu'à présent, rien n'est fait. Et respecter ces délais, ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Est-ce que c'est le cas, selon vous? Alors, moi, je pense que nous devrons vraiment respecter le délai. Le délai de 18 mois, c'est une exigence. Et d'ailleurs, ça fait partie des lignes des exigences de la CEDEAO. Et aussi, les Maliens, à l'interne, se sont accordés sur ces délais de 18 mois. Et la junte
jusqu'à preuve du contraire, est quand même d'accord pour ce délai de 18 mois. Donc, comme eux-mêmes ils l'ont dit, c'est un processus de redressement. Je ne pense pas que le redressement doit amener à une prolongation de la transition. Si c'est vraiment un redressement, ça veut dire que ça doit redresser et qu'on doit aller vite, non seulement aux réformes, mais aussi aux élections. Donc, personnellement, je pense que le délai de 18 mois est tenable et que nous ne devrons surtout pas aller au-delà de ça, parce que sinon, ce qui a été dit dans les coulisses, entre guillemets, ça veut dire que c'est ça le véritable problème, le fait que les gens cherchent à se maintenir au pouvoir et à éterniser la transition. L'autre défi, par rapport à ces 18 mois, il ne faut pas que nous pensions que la transition va régler tous les problèmes du Mali. C'est-à-dire aujourd'hui, ce qui manque au Mali, c'est un pouvoir légitime, c'est un pouvoir démocratiquement élu, c'est un pouvoir qui part sur des valeurs démocratiques et républicaines. Donc nous n'allons pas confier la gestion, l'organisation démocratique à des personnes qui ne sont pas démocrates. C'est ça le problème. Donc moi je pense réellement pour une sortie de crise durable et réaliste, il faut aller vers les élections, tenir ces élections, mettre en place une équipe légitime, démocratiquement élue, qui va faire face aux autres défis. Parce que la gestion d'un pays, ce n'est pas que nous allons tout régler et donner à quelqu'un. C'est un processus qui prend du temps, c'est un processus qui au fait, c'est les dirigeants qui arrivent, c'est ça leur travail. Donc, ce n'est pas de régler tous les défis du pays et donner le pays à quelqu'un d'autre pour que la personne vienne s'asseoir. Non, c'est pour permettre, c'est préparer le terrain à ce que la nouvelle équipe légitime qui va venir puisse faire face aux véritables problèmes du pays. Et l'attelage M5 CNSP, puisque Assimi Goïta a déclaré officiellement que la primature revienne au M5 RFP, est-ce que cet attelage permettra-t-il de relancer la transition? Alors, ça dépend. Ça pourrait dans le sens où le M5 constituait, entre guillemets, la seule force d'opposition à cette transition. Donc, amener cette force d'opposition dans l'attelage politique, ça peut alléger. Mais encore une fois, il faut reconnaître que le départ de l'opposition fait émerger d'autres opposants, parce que ça ne veut pas dire que ce n'est que le M5 qui est opposé à ce qui se passe. Il y a d'autres forces aussi qui sont, je ne dirais pas plus virulentes que le M5, mais quand même qui existent. Donc ceux-ci aussi vont se lever. Et il ne faut pas aussi que nous cherchions de rentrer dans un jeu où il ne faut pas qu'il y ait de l'opposition. Ça fait partie de la démocratie. Il faut qu'il y ait une partie qui n'est pas d'accord et qui alerte, qui propose, qui oriente, qui interpelle. Mais si nous sommes tous d'accord, nous allons nous retrouver dans une gestion clanique, consensuelle, qui ne nous avance pas, où chacun va juste préserver ses acquis et autres. Non, il ne faut pas avoir peur à l'opposition. Il faut qu'il y ait une opposition. Le départ de M5 doit impérativement susciter d'autres forces politiques à constituer cette opposition pour pouvoir veiller à ce que la transition non seulement respecte le délai, respecte les exigences de la transparence par rapport aux élections et même par rapport aux réformes. Et parlant des réformes, il est important que les acteurs politiques et la société civile soient extrêmement vigilants. Parce que confier la réforme constitutionnelle, la réforme électorale à des personnes qui n'ont pas de valeurs démocratiques et républicaines, ça fait peur. Qu'est-ce qui nous dit que tellement qu'on est habitué à des coups d'État qu'on ne va pas inscrire le coup d'État comme étant un mécanisme d'accession au pouvoir au Mali. Donc ça, c'est vraiment des inquiétudes que les coups d'État soulèvent et qui sont très légitimes, ce qui oblige les acteurs de la société civile et les partis politiques à être vigilants, à jouer un rôle de veille et à s'impliquer davantage à ce que le délai soit respecté et que les exigences de la bonne gouvernance aussi soient respectées. Selon vous, qu'est-ce qui a permis à Assimi Goïta de confier la primature au M5 RFP? Moi, je n'étais pas à cette réunion où la décision a été prise, mais sur la question d'abord du délai, je voulais dire que le délai dépendra de la nouvelle orientation que l'on donnera à la transition. Parce que comme les acteurs du coup d'État eux-mêmes l'ont dit, c'est un redressement. Et un redressement suppose une redéfinition des priorités. Et aujourd'hui, il est évident que ce qui est en vigueur, c'est le programme d'action gouvernementale, en tout cas sur le plan exécutif. Et je l'ai toujours dit, ce programme d'action gouvernementale est tellement ambitieux qu'il est, de mon point de vue, irréaliste. Irréaliste au regard du temps qui est imparti à la transition, irréaliste au regard des étapes
que chaque priorité doit franchir. Donc c'est pourquoi, de mon point de vue aujourd'hui, il est important que nous nous mettions d'accord d'abord sur un plan juridique, sur un plan organisationnel, quel est le document qui conduit finalement cette transition. Parce qu'on l'a vu, c'était la Constitution qu'on n'a pas suspendue. Ensuite, c'est la charte qui est restée en vigueur, mais qu'on a violée. C'est les deux qui ont marché ensemble. Et finalement, aujourd'hui, on est dans un système où on ne sait même pas qu'est-ce qui dirige, qu'est-ce qui encadre vraiment la réalité de la transition. Donc, il est important d'abord que nous revenions sur ça pour dire que cette charte et cette constitution qui ont été violées, est-ce qu'elles restent toujours en vigueur ou est-ce qu'on doit trouver un autre schéma, un autre mécanisme pour sortir de ça? Deuxième élément, les réformes qui doivent être engagées. De mon point de vue, toute transition, de toute façon, quelle que soit sa durée, va découler sur une élection. Mais comment organiser les élections dans un contexte où on n'a pas l'intégrité de notre territoire, dans un contexte où l'insécurité continue de façon grandissante, où finalement les mécanismes qui permettent d'aller à ces élections sur le plan organisationnel, ces mécanismes-là ne sont plus fiables. Vous avez vu, c'est pourquoi ce coup d'État-là montre très clairement la nécessité d'aller vers ces réformes. Si on doit aller vers les élections pour terminer, vous remarquerez que c'est l'administration territoriale qui va conduire, mais c'est la Cour constitutionnelle en dernier ressort qui va se prononcer. Comment faire confiance à une Cour qui est capable d'une telle gymnastique juridique pour juste satisfaire le roi du moment? Donc vous voyez que la nécessité d'aller vers la création d'un organe unique de gestion des élections me paraît indiscutable, me paraît être important. Mais comment le faire pendant ce temps-là, ça aussi c'est une question. Vous parlez de ce temps, êtes-vous pour ou contre une prolongation de la durée de la transition? Pour moi, de toute façon, la durée de la transition prend sa légitimité dans la charte et prend également sa légitimité dans les recommandations de la CEDEAO. Et il se trouve aujourd'hui qu'on s'est assis nous-mêmes sur la charte. Et il se trouve que la CEDEAO elle-même s'est assise également sur la charte parce qu'elle ne s'est pas prononcée sur la question de présidence, elle ne s'est pas prononcée sur les questions importantes qui sont des violations de leur texte. Donc, ce qui gouverne aujourd'hui, c'est le consensus. Ce qui gouverne aujourd'hui, c'est le consensus autour des questions. Et c'est de commun accord que nous devons maintenant nous asseoir pour dire quelles sont les priorités, qu'est-ce que nous faisons. Est-ce que nous allons aux élections comme le demandent certains? Moi, je ne suis pas pour cette option-là. Est-ce qu'il faut véritablement travailler à mettre en place l'organe unique pour l'organisation des élections, de sorte à crédibiliser le processus électoral? C'est cela mon souhait. Et quel temps cela prendra? Ça se fera avec les parties prenantes, les partis politiques, la société civile et ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Adam Diko, est-ce que vous êtes pour ou contre une prolongation de la transition? Alors, je pense que je l'ai clairement dit, le délai imparti, on doit le respecter. Donc moi, je suis pour le respect du délai et je suis pour les réformes. Voilà pourquoi quand le Premier ministre a contacté notre entité, qui est les organisations engagées pour les réformes profondes, parce que depuis le coup d'État du 18 août, nous l'avons condamné, nous avons dit plus jamais ça, et pour ça, il faut qu'on aille vers des réformes profondes. Donc quand nous avons été contactés, par rapport à ce comité d'orientation stratégique sur les réformes profondes, nous avons dit, OK, il n'y a pas de problème, on y participe, parce qu'on a dit on ne participe à rien, mais sur les réformes, on est d'accord. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait l'organe unique de gestion. Et ce n'est pas le temps qui manque. Ce qui manque, c'est la volonté politique. Nous n'allons pas refaire la roue. Ce qui manque, c'est la volonté politique. Et concernant les défis prioritaires du pays, les défis prioritaires sont connus. Nous n'avons pas besoin qu'un Premier ministre va prendre 2 mois encore pour faire une feuille de route ou venir le présenter. Ce n'est pas le temps qui manque. Ce qui manque, c'est la volonté politique. Et les 9 mois, les 10 mois sont largement suffisants pour que nous fassions les réformes. Il y a déjà un chronogramme qui avait été, pour moi, l'administration, c'est une continuité. S'ils pensent que ce chronogramme n'est pas tenable, qu'ils le changent, mais quand même qu'on reste dans le délai, qu'on fasse les réformes et qu'on
qu'on aille aux élections. Mohamed, vous avez dit qu'il est difficile de respecter ce délai. Êtes-vous pour ou contre une prolongation de la durée de la transition? Nous, il faut savoir que nous sommes une organisation qui est là, qui a son mot à dire, même si je ne vais pas m'exprimer pour le moment. Mais quand même, les délais pour nous, les délais de la transition, ce n'est pas ce qui compte. Je suis tout à fait d'accord avec l'intervenant qui dit qu'il n'est pas pour que... C'est-à-dire qu'on peut revoir la date. C'est-à-dire ce qui a limité cette date-là, c'est la charte. Et cette charte-là, on peut plus en parler aujourd'hui. Dès le moment qu'on ne l'a pas respectée et que la CEDEAO ne l'a pas respectée, donc on ne peut pas respecter ce qui nous arrange et ne pas faire autre chose. C'est-à-dire qu'il faut tout respecter ou bien... Donc, en un mot, il faut prolonger. S'il le faut, c'est-à-dire que je ne suis pas demandeur de prolonger le délai, mais s'il nous faut un délai plus long pour faire l'essentiel, pour créer des conditions des élections, pour la refondation de l'État, il faut savoir aussi que le Mali n'est pas Bamako. Aujourd'hui, presque les 3/3 du territoire du Mali échappent au contrôle de l'autorité du pays de la transition. Il faut régler plusieurs problèmes qui sont là, qui ne sont pas obligatoirement les urnes ou bien les fichiers électoraux ou bien quelque chose qui se passe dans les bureaux à Bamako là-bas. Il y a des situations qui sont difficiles et qui ont besoin de temps pour les régler. Il y a un accord qui est là, qui traîne depuis presque 6 ans. Il y a des problèmes intercommunautaires. Il y a des djihadistes qui contrôlent une très grande majorité du nord et du centre. Et tout cela, on ne peut pas parler des élections juste pour respecter un délai de 9 mois, fermer les yeux et organiser les élections bâclées dans certaines villes et d'autres populations ne vont pas dire leur mot, ils ne vont pas participer. Il y a des réfugiés qui sont dans les pays voisins. Il y a beaucoup de conditions qu'il faut réunir pour vraiment parler des élections, pour aller en avant. Donc, pour moi, les délais de la transition n'est pas les délais de la transition qui comptent. C'est ce qu'il faut faire. Comment arriver à organiser les élections? Comment refonder l'État? Et même si cela va nous prendre 3 ans, 4 ans, vaut mieux qu'on se patiente pour prendre ce temps au lieu de bâcler les élections. Et le lendemain, on revient à la case de départ avec un coup d'État ou bien avec des problèmes intercommunautaires causés par les élections législatives et qui ont été validées par la Cour constitutionnelle. Vous parlez de refondation, c'est d'ailleurs ce que M5 voulait faire. Le choix du Choguel Kokala Maïga comme Premier ministre est-il logique selon vous? Pour nous, ce n'est pas la personne qui compte, mais nous avons des conditions. On était dans une session extraordinaire, on a fait un communiqué, peut-être cette déclaration ne vous est pas encore arrivée. Nous avons des préalables, nous sommes un partenaire incontournable, nous pouvons, c'est-à-dire que notre accompagnement dans cette transition a des conditions. Quelles sont ces conditions-là? Nos conditions est qu'on nous associe à tout ce qui va se faire dès les premières heures, pas à la dernière minute qu'on nous met devant les faits accomplis. Notre priorité, c'est la mise en œuvre de l'accord d'Alger et qui parle de beaucoup de ces réformes dont il s'agit. Donc, on a plusieurs autres axes sur lesquels le gouvernement de la transition doit se pencher. Il faut que cela soit au centre des priorités de la transition pour qu'on puisse l'accompagner. Parce que nous avons accompagné... Quand vous parlez de consultation, vous voulez dire tout simplement que vous devrez être consulté pour la prise de Premier ministre? La primature? Bien, non. Tout ce qui concerne la transition, pas obligatoirement le Premier ministre. Nous, on a dit que tout ce que la transition va faire dans ces pays, dès le moment que nous sommes un acteur incontournable, nous sommes un partenaire de paix fiable, on peut pas faire beaucoup de choses sans nous. Donc, on a dit qu'on n'est pas d'accord qu'on nous met devant les faits accomplis, qu'on consulte toutes les couches sociales, toutes les organisations de la société civile, des partis politiques, et nous, on nous amène un plat déjà préparé, on nous dit de les manger. Donc, nous avons vu que ce n'est pas normal et qu'on doit être associé dès le début si on a besoin de notre accompagnement dans cette période de transition. Donc, dans ce cas, vous n'allez pas accompagner? S'il n'y a pas, nous, on a des préalables. Il faut qu'on nous y réponde pour qu'on accompagne. On a des conditions. Et vous allez voir notre déclaration qu'on a émise ce soir. Vous allez le voir, il y a plusieurs points dont on parle. Donc, même si nous avons participé à la phase précédente dans la transition dans le gouvernement, nous avons vu que vraiment
les résultats ont été très minimes, ce n'était pas à la hauteur de nos attentes et surtout dans la mise en œuvre de l'accord. Pendant ce temps, de son côté, la France menace de retirer dans un pays où il n'y a pas de légitimité démocratique ni de transition ses troupes. Est-ce que cette décision pour vous est-elle légale? Légal ou pas, je ne sais pas. Légal, la France a le droit de se retirer du Mali, c'est son plein droit. Et tout comme le Mali a le droit de renvoyer la France de son territoire, la question de la légalité, de mon point de vue, ne se pose pas. Mais ce qui se pose, c'est surtout en termes d'opportunité. Qu'est-ce que la France gagne ou qu'est-ce que le Mali gagne avec un éventuel retrait ou un éventuel renvoi? Parce qu'on voit beaucoup de populistes aujourd'hui à travers Bamako, à travers même le Mali, qui réclament le départ de telle ou telle force, le départ de tel ou tel pays, oubliant que le Mali, depuis presque 10 ans maintenant, est sous assistance de la communauté internationale qui envoie leurs fils, leurs filles mourir pour notre pays. Mais pour ce qui est de la décision de Macron, je pense que la France n'est pas au Mali pour les beaux yeux du Mali. Ils sont là pour la défense d'abord de leurs intérêts. Maintenant, la grande difficulté qu'on a, c'est de détecter et de savoir quels sont les intérêts qui animent les Français en venant au Mali. Voilà Beaucoup estiment que la France s'acharne contre le Mali. Quel est, selon vous, le fond de ça? Non, que la France s'acharne contre le Mali, je ne pense pas. D'autant plus que c'est le Mali qui a demandé à la France de venir. Même si à l'époque, moi, je faisais partie de ceux qui ont marché dans la rue pour dire que nous ne sommes pas pour une intervention étrangère. Et à l'époque, je le pensais très honnêtement, et aujourd'hui, je le pense encore. Parce que tant que nous serons sous cette forme d'assistance-là, les mesures que nous devons prendre au plan interne, nous n'allons pas pouvoir les prendre ou nous n'allons même pas vouloir les prendre. Parce que, regardez tout simplement, quand vous voyez la loi d'orientation militaire, on ne peut pas avoir une telle loi dans une république et avoir la nature, la forme d'armée que nous avons, qui se soucie finalement que d'occuper des postes à responsabilité politique ou qui se considèrent même comme président de la République dans un futur proche. Donc je pense que ce qui est important, c'est de dire aujourd'hui que le Mali n'a pas intérêt à ce que la France se retire du Sahel et du Mali. Que la France également n'a pas intérêt à se retirer parce que la sécurité du Sahel menace également sa sécurité. Si la France se retire du Mali, quelle alternative pour les autorités de la transition? Ok, mais bien avant, il est important de revenir sur cette décision d'Emmanuel Macron. Il est important de le rappeler que c'était la réponse à une question. Donc souvent on le présente comme si il y a eu une réunion à l'Élysée que la France a pris cette position. Ça c'est un de deux. Et je ne pense pas qu'il ait parlé de démocratisation ou de république. Il a plus parlé du radicalisme religieux. Il dit si le Mali tombe dans le radicalisme religieux et que les troupes françaises seront retirées du Mali. Je pense, sauf si il y a une autre conversation autour de ça. Donc, si la France se retire du Mali, quelles peuvent être les conséquences par rapport au Mali? Déjà, premièrement, je pense que la France n'est pas au Mali, parce que la France aime le Mali ou la France aime les Maliens. Je l'ai dit, le Mali constitue un peu le cœur du Sahel, mais aussi un peu la porte d'entrée par rapport aux pays occidentaux. Nous avons vu le cas de la Libye. Pour ce cas, quelles doivent être les missions et objectifs à ces nouvelles autorités de la transition? Bon, pour moi, c'est de définir les nouvelles priorités, comme Étienne l'a dit, en se focalisant sur la refondation du pays, mais aussi sur le partenariat avec les autres. Quel genre de partenariat nous voulons? Les autres choses chez nous parce qu'ils défendent leurs intérêts. Est-ce que nous-mêmes, nous connaissons nos propres intérêts? Comment amener les autres à défendre aussi nos intérêts? Et aussi, la priorité, c'est vraiment que les acteurs politiques sortent, parlent, pour que plus jamais il n'y ait de coup d'État dans notre pays. Mohamed, quelles doivent être les missions et les objectifs qui doivent être assignés à ces nouvelles autorités de la transition pour une sortie de crise? Les missions et les axes doivent être très restreints, comme surtout essayer à faire une refondation de l'État, essayer de préparer des élections crédibles et transparentes qui ne vont pas être une cause d'autres problèmes, essayer
de respecter les engagements pris avec les partenaires et tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, surtout la mise en œuvre de l'accord parce que... Merci Mohamed, nous n'avons plus le temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous n'avons plus de temps malheureusement. C'est la fin de ce grand dialogue. Nos invités étaient Dr Etienne Fakaba Sissoko, économiste, chercheur au CRAPES, Mohamed Maouloud Ramadan, porte-parole de la SEMA, Adam Diko, directrice exécutive de la ZICAD. Nous réfléchissons sur la suspension du Mali par la CEDEAO et la menace de la France. Quelle suite pour cette transition? Je suis Imrana Kilo Maïga, à la régie VDO, Mamadi Keita, mise en onde Adjaratou Touré, à la coordination Mohamedou Touré. Vous avez la possibilité de réécouter ce débat sur notre site web www.studiotamani.org. À demain pour un autre dialogue. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.